Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnefeuilleté.com. Dans cette vidéo, je vais vous proposer deux pronostics. Donc ça sera pour le mardi et le mercredi, vous avez très bien compris, pour la Ligue des Champions, en espérant que ça soit une Champagne League. Même si ce que je vous propose, c'est un petit peu petit bras, mais bon, voilà, le tout est à la limite, c'est de gagner. Donc avant toute chose, nous allons voir les résultats du week-end qui ont été bons, enfin tout au moins du dimanche, puisque samedi on l'a fait. Donc je vous ai proposé Lorient-Bordeaux, donc là c'est un pari gagnant. Donc abstenez-vous, soit vous pariez contre Bordeaux, abstenez-vous de suivre et de parier sur Bordeaux, là vous risquez quand même assez gros. Je vous ai proposé en Liga Villarreal-Barcelone, donc là aussi c'est un pari gagnant de Barcelone. Je vous avais proposé Angers-Monaco, donc là aussi c'est un pari gagnant. Bon, plus petit score, je voyais plutôt une marge un peu plus grande de score. Mais c'est vrai qu'Angers sont assez défensifs et voilà, bon, l'essentiel est fait. Moi, je vous avais proposé quand même le pari gagnant, donc c'est gagnant. Un peu plus décevant, mais à la limite, le match a été joué. Vous avez vu, c'était très ouvert. Certains d'entre vous ont été très astucieux à jouer le 2-1. Alors, c'est quelque chose que je n'arrive pas à vous proposer. Je ne peux pas. On a plutôt un avis sur 1 ou 2, mais voilà, bon, je vous avais dit effectivement que ça gagne ou ça perd, ça va. C'est du 1-2. Bon, dommage, ça passe pas, mais bon, la cote a été suivie quand même parce qu'elle est descendue à 2,10. L'AS Rome fait une très mauvaise opération et c'est de très mauvais aloi pour leur campagne de Ligue Europa. Malgré tout, ils ont quand même joué, ça a joué, on ne peut pas trop regretter sur ce match-là. Ça a été un match qui a été joué vraiment des deux côtés. Bon, bah, l'envie et puis la réussite a été côté Cagliari. Alors côté Séville-Grenade aussi c'est un pari gagnant, donc je vous proposer la victoire du FC Séville. Et puis un match vraiment très spectaculaire et je pense que Lille la mérite vraiment d'être champion. Et petite faute professionnelle quand même de Lyon, c'est pas possible de mener 2-0 et d'être pris 3-2. Donc vraiment c'est mérité à la vue de leur saison. J'espère bien que Lille sera champion puisque c'est vraiment mérité. Là, ils se sont vraiment battus. Là, ça a été vraiment des lions. Bon, bah, Lyon fait une mauvaise opération. Moi, je voyais plutôt le match nul qui aurait pu tenir. Je voyais pas du tout ce scénario. Il y a eu trop de buts à mon goût puisque je vous ai proposé de sécuriser avec Lander. Moi, je voyais un match beaucoup plus serré, stratégique et tactique. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Donc allez, c'est l'avant-match futé, la Ligue des Champions pour le mardi 27 et le mercredi 28. Oui, je vais vous proposer les deux pronostics. Je ne vais pas faire deux vidéos, mais il y aura des petites mises en garde et quelques petits disclaimers pour ces paris. Avant toute chose, quelques digressions vite fait. Je vous déconseille de prendre vos pronos une heure avant, sauf si évidemment vous attendez les feuilles de match. Mais venez pas me casser les noix de savoir si je suis sûr de mon prono ou pas. Parce que vous découvrez la chaîne, vous voulez absolument vous refaire ou gagner. Me demander si je suis sûr. Voyez la vidéo et c'est tout. Si vous voyez à jouer votre maison sur un pari, c'est votre problème. Mais venez pas me casser les noix sur les réseaux sociaux juste avant le match et de me bombarder de messages. C'est des conversations stériles qui m'intéressent pas et vous n'écoutez pas et voilà. Donc ça sert à rien. Je sais très bien que vous êtes de passage. Si je vous fais perdre, je suis le plus mauvais. Si je vous fais gagner, je suis le champion du monde. Et au prochain pari perdant, et ben voilà quoi. Bon, ça m'intéresse pas, les gens négatifs, les gens, vous le savez très bien, comme ça, au brut pour point, c'est pas la peine. Je suis jamais avare de conseils et de vous donner des renseignements, mais là, c'est bon, je coupe, je bannis, je mets en spam, je bloque. Ça me casse les noix, c'est pas la peine. Vous me mettez la tête à l'envers juste avant un match, j'ai besoin d'arbitrer aussi en live, d'être bien. Moi, je me mets dans des conditions positives, mais vous êtes négatif. Donc, tous les gens négatifs et tout ça, passez, ne déposez pas votre défection sur la chaîne, ça sert à rien. Gardez-les pour vous, vous allez être banni et je réponds plus, ça me casse les noix. Et puis, pour ceux à qui ça déplaît que ça soit trop long, eh ben, allez voir ailleurs. On va vous proposer des listes du Père Noël avec des cotes non-value, tout en vous disant que c'est pas les pronostics, que les pronostics sont donnés en privé.
Donc à quoi ça sert de suivre une chaîne qui donne pas les vrais pronostics? Bref, et je vous ferai remarquer que je suis descendu sur les pronos du week-end à moins de 5 minutes par match. Donc je ne peux pas faire plus. J'ai des soucis de santé et de découpe de vidéos. Ça me donne trop de boulot parce que j'ai des quintes de tout. D'une et de deux, en 5 minutes, si vous devez chercher toutes ces informations-là, c'est pas possible en 5 minutes. Donc voilà, si c'est trop, arrêtez les paris, hein, si vous faites vos propres pronostics, mais en 5 minutes d'avoir une synthèse globale du match et un avis assez quand même étoffé. Voilà, après je vous fais des propositions, vous suivez pas, vous voyez ce que vous faites, hein. Donc arrêtez un petit peu, j'en ai ras-le-bol. Et en plus là, je sais très bien que je gêne les gens qui veulent suivre et qui veulent des pronos, parce qu'en fait les gens qui ont cette attitude-là sont juste de passage. Ils sont frustrés parce qu'ils ont suivi une cote à 2,58 du week-end. Ils ont voulu faire un combiné avec le match nul à 3, je sais pas combien. Et voilà, et ça n'est pas passé. Et alors? Voilà, passez votre chemin, c'est du long terme, c'est éducatif, gagné futé. Voilà. Je ne vais pas trop y revenir à chaque fois, mais ça me gonfle et je suis obligé, moi, je ne peux pas laisser passer ça. Voilà. Allez, c'est parti pour les deux pronostics. Je vais essayer de prendre un peu de rythme parce que je vais essayer d'étouffer mes propos et de vous donner beaucoup de renseignements. Et attention, les pronos seront quand même conditionnés. Donc, inscrivez-vous sur Twitter. Il me faut les feuilles de match aussi. Et puis, si je change d'avis, ça n'a jamais été fait. Je vous ai trouvé quelque chose de bien, mais sait-on jamais, hein, parce qu'il y a beaucoup de jours incertains, c'est ça qui me gêne. Donc voyons voir le premier match Real de Madrid de Chelsea. Donc je vous ai fait quand même le face-à-face, c'est pour vous donner une idée. Donc, le face-à-face, je vous répète, c'est les résultats en club uniquement, hein. Donc une très très belle régularité du Real, malgré, je mets déjà en avant, malgré tous leurs problèmes d'effectifs, et c'est de mieux en mieux d'ailleurs. Dommage, vraisemblablement Ramos sera absent. Si Ramos était là, je pense que direct c'était le Real de Madrid. Chelsea aussi une belle régularité, ça marque un petit peu le pas. Mais ce que je vais vous dire dans mon prono, c'est que voilà, c'est une équipe très bien déséquilibrée. C'est bon, mais ça manque d'étincelles. Il n'y a pas de patron dans cette équipe-là. Donc voyons voir les données. Le Real de Madrid gagne à 63%, match nul à 24%, ils perdent à 12%, ils font des over plus 2,5 buts à 42%, des under à 57%, un rapport positif de plus 13%. Pour ce qui est de Chelsea, c'est beaucoup moins, hein, que 16 matchs gagnés, donc 48%, match nul à 30%, et ils perdent à 21%, ils font des over plus 2,5 buts à 42%, des under à 57%. Et un rapport négatif de 19%. Donc je vous ai fait aussi le diagramme de Kivia. Alors le diagramme de Kivia, maintenant vous connaissez, hein, je vais l'utiliser pour l'euro, d'ailleurs pour le kit du parieur qui est en finalisation. J'hésite à savoir si je prends les derniers, est-ce que je vous fais encore patienter jusqu'à fin mai, j'hésite, et de vous donner le e-book maintenant. Parce que il y a encore en fin du mois de mai, vous avez des matchs. Je pense que ça n'a plus rien changé. Et ce qui me déçoit, c'est que les codes des books sont quand même assez massacrés. Bon, restons sur la Ligue des Champions, c'est ce qui nous importe. Donc côté défensivement, effectivement, Chelsea est certainement bien meilleur. Mais je dirais plutôt, alors là c'est ce qui me semble un peu étonnant sur ce diagramme, je donnerai mon avantage à l'animation offensive du Real de Madrid. Et eux ils ont des joueurs individuels qui fonctionnent très bien et qui marchent très bien, genre Benzema qui est capable à lui seul, voilà un patron dans une équipe qui est capable à lui seul de rétablir un score. Donc à domicile, le Real sent mieux que Chelsea à l'extérieur, donc effectivement, et puis à l'extérieur, Chelsea semble meilleur, je ne trouve pas, moi je pense que c'est du même acabit. Je ne prendrai pas trop en compte ce diagramme, pour moi je reste quand même sur un avantage sur le Real. Donc voyons voir les informations que je vous trouve sur ce match. Donc côté effectif, attention, côté du Real, effectivement, Eden Hazard était de retour contre Betis, mais je pense qu'il sera affûté pour la finale. Et oui, je le vois pour la finale. À côté de ça, vous avez aussi le retour de Cavaral, Varane et Nacho.
Donc c'est quand même pas mal. Et joueur incertain, Kroos en milieu de terrain. Les absents, donc ça va être conditionné évidemment. Valverde sera absent à cause de Corona Circus. Donc il faut voir son test, c'est toujours 24 heures avant. Je n'ai pas le résultat, il faudra voir. Ramos malheureusement est absent en défense. Donc voilà, un deuxième patron en défense. Ça rassure. Dommage qu'il soit pas là parce que là, je serais allé les yeux fermés sur le Real. Vasquez et puis Mendy seraient absents aussi. Donc ça fait 2 joueurs clés absents en défense et un milieu de terrain. Donc attention, hein, ma petite théorie qui dit que un risque de contre-performance des équipes ayant 3 joueurs faisant partie du dispositif tactique clé d'absents, risque de contre-performance. Donc il faudrait voir la feuille de match. Malgré tout, on a une belle équipe en 4-3-3. Voyons voir maintenant pour ce qui est de Chelsea. Donc Chelsea est presque au complet. Il y a juste un milieu de terrain d'absent, un dispositif tactique probable en 3-4-2-1. Donc ça, la feuille de match doit être assez proche. J'espère pour Chelsea qu'Aves soit là et pour que Chelsea puisse aborder cette Ligue des Champions. Vraiment, je maintiens ce que je dis, hein. Il faut vraiment de l'étincelle et les 2 joueurs qui sont en dedans, c'est Werner et Avest. Si ces 2 joueurs-là enfin donnent le meilleur d'eux-mêmes et font des étincelles, Chelsea a une chance. Dans le cas contraire, je pense qu'il y a un avantage pour le Real de Madrid. Voyons voir les statistiques que je vous trouve sur ces équipes. Donc le Real de Madrid a remporté ses 4 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire, donc half-time, full-time. Le Real de Madrid est invaincu dans 8 des 9 derniers matchs en Ligue des Champions. Au moins 2 buts ont séparé le Real de Madrid de ses adversaires lors des 3 derniers matchs à domicile en Ligue des Champions. Côté Chelsea, Chelsea a remporté ses 5 derniers matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. Chelsea est invaincu dans 9 des 10 derniers matchs de Ligue des Champions. Chelsea a gardé une feuille blanche, donc c'est-à-dire des clean sheets, ils n'ont pas encaissé de but, hein, lors des 3 derniers matchs à l'extérieur de Ligue des Champions. Effectivement, ça va être très défensif, hein. Dans les 5 derniers matchs de Ligue des Champions de Chelsea, il y a eu moins 2,5 buts. Et le nombre moyen de buts concédés par Chelsea est de 0,3 pour les matchs de Ligue des Champions. C'est très peu. L'historique des confrontations donne quand même un avantage. Je vous le souligne rarement au Real de Madrid quand même. Les probabilités, le BTS, les 2 équipes marquent non à 61% et la cote est value parce qu'on nous propose 1,74. Effectivement, moi je vous dirais même, je pense que celui qui marque gagne le match. Ça va être très serré, ça va être difficile de reprendre. Mis à part si c'est Chelsea qui commence, je pense que le Real serait capable de revenir quand même. Mais voilà. Pour ce qui est du over du under, on nous donne le under moins 2,5 buts à 65%. Et la cote est value à 1,56. Effectivement, certainement très peu de buts. Les probabilités 1,2 nous donnent le Real de Madrid à 35%, le match nul à 37%, la victoire de Chelsea à 28%, le N, le score probable 0-0. Connaît l'importance des buts à l'extérieur. Il vaudrait mieux que le Real ne prenne pas de buts. Mais je les sens quand même capables de marquer. Les cotes, alors bizarrement, ne sont pas value pour le Real de Madrid. Il y a juste le match nul qui est value, identique, hein, pour le double chance, le N2 à 1,53. Il est vraiment pile value pour le N et le 2, mais c'est pas vraiment ce que je vois. Moi, ce que je vous propose tout simplement, parce qu'en fait, moi je donne un avantage au Real de Madrid et c'est eux que je veux voir en finale. Pas pour être supporter, c'est pas ça, c'est pas le côté supporter que je vous dis là, c'est juste que franchement, de par le parcours depuis le début de la Ligue des Champions, le Real de Madrid le mériterait. Malgré tous leurs problèmes d'effectifs, ils ont toujours été là. Et je vous ferai remarquer quand même qu'au niveau de l'attaque susceptible du Real de Madrid pour ce match, Asensio, Benzema et Vinicius, c'est 28 buts marqués quand même. Alors qu'à côté, Avest, si vraiment c'est vraiment ce trio en attaque, Mons, Werner et Avest, c'est 14 buts. Donc quand même l'activité offensive est quand même du côté du Real.
Ce qui m'aurait fait valider complètement le Real, ça aurait été la présence de Ramos, parce que ça me semble rassurer complètement l'équipe, et voilà, ses coéquipiers jouent mieux lorsqu'il y a Ramos qui est là. Je mets en avant l'effectif, était pire que maintenant pour le Real, donc malgré tout une belle réussite, donc je ne vois pas le Real faire pire. Chelsea n'a pas eu de soucis d'effectif en fait, mais ils sont toujours, je trouve, au minimum, et il n'y a pas d'estincelle, il n'y a pas de patron dans cette équipe-là. S'ils sont menés 1-0, je ne vois pas qui pourrait être décisif. Tant que Abest et Werner, pour moi, ne font pas des miracles, il n'y a pas de Chelsea. C'est une très belle équipe qui est bien équilibrée. Ce sont un ensemble de très bons joueurs. Mais voilà, il n'y a pas d'étincelle dans cette équipe-là. Qu'est-ce que je vois sur ce match? Eh ben, je vais jouer de petits bras, désolé. Je vais jouer ce qui me semble assez certain. C'est le moins 2,5 buts à 1,56. J'hésite vraiment sur le Real à 2,28. Moi, je vois 1-0 pour le Real. Et les deux équipes marquent, et une belle cote, non à 1,74. Voilà, donc je ne prendrai pas ces deux paris-là, même si c'est assez tentant et hésitant. Je veux assurer vraiment et passer une bonne soirée. Je pense qu'on peut être assez tranquille avec le moins 2,5 buts à 1,56. Pour moi, je vois le Real. Voilà pour ce match. Donc le second match est Paris Saint-Germain-Manchester City. Donc attention, hein, des réserves, hein, sous réserve d'absence et d'infos contraires. Donc abonnez-vous sur Twitter, je ferai un petit tweet de la feuille de match et de mon avis. En général, je ne le change pas, mais sait-on jamais, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses d'incertains sur ces équipes-là. Voyons voir le face-à-face. Donc voilà, une très belle régularité des deux côtés, hein. D'ailleurs, pas de match nul, hein. Ça gagne ou ça perd, ça joue pour gagner. C'est très intéressant. Bon, Manchester City vient de se faire quand même attraper par Leeds. Et quand même une équipe qui joue la Ligue Europa, donc ce n'est pas rien. Manchester United qui a réussi quand même à prendre le dessus. N'oubliez pas que Paris était dans le même groupe. Et Paris a pris le dessus sur Manchester United. Hein. À côté de ça, bon, on pourrait les excuser si Lille était champion, puisqu'effectivement Paris s'est fait accrocher par Lille. Donc, comme je vous dis à chaque fois, les confrontations directes sont très importantes. Celui qui prend le dessus, c'est celui qui sera devant au niveau du classement. Donc pour moi, Lille n'a absolument pas volé sa place et mériterait d'être champion de France. Ce n'est pas fini. Paris a un calendrier quand même plus favorable que Lille. Donc ça va se jouer vraiment au finish. C'est ce qui fait tout l'intérêt de notre championnat. Hein. C'est pas un petit championnat. Après, petite erreur de casting, c'était contre Nantes, ils ont perdu. Et puis, ils ont perdu aussi contre Monaco. Donc attention, le finish risque d'être terrible. Le PSG gagne à 67%, match nul à 8%, ils perdent à 23%, ils font des over plus de 2,5 buts à 61%, des under à 38%, un rapport négatif sur cette équipe de moins 8%. Pour ce qui est de City, ils gagnent à 72%, match nul à 15%, ils perdent à 12%. Mais je trouve que de toute façon, City a deux visages. Il y a le visage quand même en première ligue qui est différent du visage que l'on voit en Ligue des Champions. Donc je prends pas forcément cette information bien en compte. Pour moi, vous savez très bien en plus que City se passe toujours des choses en Ligue des Champions. Ce n'est pas encore arrivé. Je vous avais dit précédemment que City ne passerait pas face au Bayern ni face au Paris Saint-Germain. Donc voyons voir. Les over à 45%, le under à 54% et un rapport négatif de moins 0,03%. Donc ça se joue au centième. On n'est pas rentable sur City, c'est assez étonnant. Voyons voir le diagramme de Kivia. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec ce diagramme. Alors là vous allez me dire, oh, Fred, t'es supporter de Paris toi. Mais non, c'est au niveau défensif, effectivement je donnerais l'avantage à City qui est en orange. À domicile comme à l'extérieur, je trouve que ça pourrait bien s'équilibrer au niveau Paris Saint-Germain et City. City à domicile, effectivement, à l'extérieur, peut-être moins.
Je trouve que Paris a fait quand même un très bon parcours aussi à l'extérieur. Au niveau offensif, bah, si Mbappé et si Neymar ne fait pas le dauphin et ne pensent pas à leur ballon d'or et jouent à la baballe, je pense que s'ils jouent défensivement comme ils l'ont fait sur les derniers matchs, si c'est un beau collectif, je pense qu'offensivement, le PSG est au-dessus. City reporte sur De Bruyne. Donc, bon, sur les 6 derniers matchs, un avantage à City, pourquoi pas. Je suis pas assez trop d'accord sur cette configuration. Donc, voyons voir au niveau des effectifs. Donc, des très bonnes nouvelles. Donc, vraisemblablement, Marquinhos et Mbappé, qui s'est blessé en dernier lieu, c'est moindre grave. Donc, ils seront là. Marquinhos aussi, il a été à l'entraînement. Hein. Donc, vraisemblablement, il serait là. Il est au retour de l'entraînement. Il a été quand même certainement préservé. Peut-être qu'il commencera le match et le finira pas, ou de voir. Bon, je sais que de ce côté-là, le Paris Saint-Germain est assez sérieux lorsqu'il y a des blessés. Ils ne vont pas aller à aggraver les situations des joueurs. Ils ont quand même de la profondeur. Il vaudrait mieux que Marquinhos soit là. Moi, je pense que Marquinhos sera là. Donc, 2 joueurs incertains, vraisemblablement Mbappé sera là. Et puis, au niveau blessé, Marquinhos est toujours déclaré blessé, mais il a été vu à l'entraînement et je pense qu'il sera là. Un dispositif tactique probable en 4-2-3-1, mais pour moi, il faudrait mettre Kean en pointe. Je trouve que vraiment en renard de surface, il excelle. Bon, c'est plus trop les choix de l'entraîneur actuellement. Moi, je trouve cette feuille de match-là vraiment très intéressante, mais je pense que ça ne sera pas le fait de ce match. Mbappé sera peut-être carrément même en pointe. J'ai du mal à voir. Il y a beaucoup de possibilités hein, dans cet effectif. Je pense qu'ils vont bien faire. Pour ce qui est de City, le groupe serait au complet. Ce qui me déplaît un peu, ce sont les déclarations de Pep Guardiola, qui n'est pas toujours non plus honnête avec lui-même. Hein. Cet entraîneur-là, je ne l'apprécie pas. C'est comme Mourinho. Il joue un petit peu sur le mental des effectifs. Et je trouve qu'il est vraiment... il se plaint. Donc il n'a pas un discours de gagnant en fait. Il se plaint de ne pas avoir un Messi, Ronaldo, Mbappé. Quoi. Il dit ne pas avoir de joueurs capables de gagner un match à lui tout seul. Et en même temps, il fait des éloges sur Kevin De Bruyne, où en fait il pose tout sur ce joueur-là. Donc j'aime pas ce double discours en fait qu'il a souvent. Par le passé, je pense que Eto'o a beaucoup parlé sur Guardiola. Donc voilà, c'est pas un entraîneur qui, à mon avis, est franc. Et au niveau de sa gestion, ça peut être malheureux. Au niveau de la gestion de l'effectif, ça peut être malheureux d'avoir des effectifs comme ça. Et moi, effectivement, la clé du match sera Kevin De Bruyne, ça c'est clair. Et je pense que Paris est capable de neutraliser ce joueur. Par contre, d'effet de match, il peut provoquer aussi les défenses et une erreur défensive dans la surface ou à l'approche de la surface pourrait être dangereux pour Paris. Mais voilà, bon, moi je pense quand même qu'il y a quand même moyen de bien faire contre cette équipe. Ce qui est sûr, c'est qu'on va assister quand même à une superbe affiche, un super match. La feuille probable sera certainement en 4-3-3. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense qu'on doit être proche de la réalité. Voyons voir les statistiques. Donc là, le Paris Saint-Germain vient de casser ses statistiques dans la mesure où ils viennent de perdre contre le Bayern. Donc il y a uniquement comme statistique particulière, le Paris Saint-Germain n'a pas perdu dans 6 des 7 derniers matchs. Pour ce qui est de City, Manchester City est invaincu dans les 10 derniers matchs en Ligue des Champions. Manchester City est invaincu dans 18 des 19 derniers matchs en Ligue des Champions. On comptabilise 5 victoires consécutives pour Manchester City en Ligue des Champions. Et Manchester City a concédé une moyenne de 0,3 buts dans ces matchs de Ligue des Champions. C'est très très peu. Ça va jouer à mon avis à pas grand chose. Côté des confrontations, il y a un avantage pour Manchester City qui en 2016 l'avait emporté 1-0.
Pour ce qui est des probabilités, les deux équipes marquent oui à 53%, mais la cote n'est pas value. Bon, évidemment, comme c'est à 47%, la cote est value pour le non. Pour ce qui est du over et du under, c'est le over, plus 2,5 buts à 62%. Et là, la cote n'est pas value, elle est légèrement inférieure, elle est à 1,56, mais je ne crois pas. Je pense qu'il y aura peut-être peu de buts. Les probabilités 1-2 nous donnent 29% pour la victoire du PSG, match nul à 40%, 31% pour la victoire de Manchester City, match nul 1-1. Le fait de prendre un but serait quand même assez dommageable pour le Paris Saint-Germain. Peut-être tout simplement un 0-0 ou le plus petit score. Moi, je verrais quand même un avantage pour Paris à domicile. Ils ont quand même bien fait. Tout simplement un petit 1-0. Il serait important qu'ils ne prennent pas de but. Il faut savoir, je vous donne une information, c'est que je vais dire le contraire de ce que j'ai dit en quart de finale. En demi-finale, attention, il arrive régulièrement qu'il y ait des retournements, que l'équipe qui prenne l'avantage au match aller se retourne au match retour. Ce qui était moins le cas pour les quarts. Le match retour va confirmer le match aller en fait. Il y a souvent très peu ou pas de surprises. Contre, c'est tout autre chose pour les demi-finales. Ok. Alors les cotes, je trouve complètement irrespectueuses. Le 2-18 pour moi, Manchester City, c'est pas justifié du tout. Moi, je verrais plutôt Paris ne pas perdre. Donc, je vous ai relevé en plus à les value pour le match nul et le double chance est value pour le 1N. La cote est value, les books vous proposent le 1,62 pour 1N, donc Paris ne perd pas. Mais voilà, je vous démontre encore une fois que en faisant deux paris simples, en jouant avec une répartition judicieuse, le 1 et le N, donc deux paris, vous avez une cote équivalente à 1,71, qui est quand même bien mieux que 1,62. Vous imaginez, il y a quand même 0,9, hein, donc vraiment pour 1 euro c'est 90 centimes. Imaginez sur 10 euros, ça fait pratiquement 1 euro, sur 100 euros ça fait 10 euros que le book se met dans la poche. Hein. Moi ce que je vous propose c'est le double chance, le 1N, mais fait maison, donc deux paris, donc un exemple pour 10 euros. Voilà, on aurait une cote équivalente de 1,71, ce qui est pas mal. Bon, je vous ai fait les répartitions pour N2 à 1,38 et là les cotes est à 1,32. Donc vous voyez encore une démonstration que faire ces cotes nous-mêmes, faire cette répartition nous-mêmes, c'est plus avantageux. Le double chance 1,2 à 1,29 et là les books nous proposent 1,23. Hein. Donc voilà pour ce pronostic. Donc attention, je maintiens ce pronostic 1N. Pour moi, Paris ne perd pas. Mais abonnez-vous sur Twitter, je mettrai la feuille de match. Et si je change mon pari, ce qui m'étonnerait, je ferai un petit tweet. Ok. Donc des petites réserves parce qu'on est au-delà de 24 heures. Là, je me pénalise. On ne sait jamais sur les mauvaises nouvelles qu'il pourrait y avoir. Hein. Donc c'est bien avant. Pour votre répartition de cotes, eh ben, faites votre répartition avec la calculatrice linka.us/calcul. Voilà, je vous propose tout simplement le 1M. Donc si vous avez apprécié, un petit like et puis je réponds à vos questions en commentaire. En attendant, bon match.